Bonsoir, je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos, mais surtout ce soir chargé d'animer ou de modérer, nous allons voir, ces deux tables rondes. Alors d'habitude, un journaliste, quand il introduit un débat, il fait le lien avec l'actualité, mais sur l'économie de la santé, je dois avouer mon vertige. Quand on est habitué à parler de choses simples comme le déficit budgétaire, le taux de chômage, la compétitivité, le multiplicateur, les élasticités. L'économie de la santé, c'est quelque chose d'incroyablement plus compliqué. Alors l'enjeu est colossal, près de 250 milliards d'euros chaque année en France, et le système est extraordinairement étrange. Le client ne paye pas. En tout cas, il ne paye pas les grosses dépenses. Le payeur ne peut rien dire. Le producteur, l'offre, n'est pas payée par la demande, le patient. L'assurance est en déficit année après année. Est-ce que vous iriez assurer votre voiture chez un assureur qui serait en déficit chaque année? Sans doute pas, parce que vous vous douteriez de sa possibilité de rembourser. Ben là, nous continuons de le faire année après année. Il y a des produits à 100 000 euros qui semblent à peine plus efficaces que d'autres à 100 euros. Il y a des inégalités affolantes dans la patrie de l'égalité. L'INSEE révélait le mois dernier que les hommes, les 5% les plus riches, ont une espérance de vie de 84 ans, alors que les 5% les moins riches ont une espérance de vie de 72 ans. L'écart est de 12 ans, c'est absolument colossal. Alors, vous allez me dire, tout ça va changer. Oui, ça a été dit déjà. Le Premier ministre l'a dit le mois dernier. Le temps des rafistolages est révolu. Donc, nous voilà rassurés. Donc, un grand chantier est lancé. Et donc là, on renoue tout de même avec l'actualité. Une concertation est en œuvre. Elle a commencé le mois dernier. Elle devrait se dérouler normalement jusqu'au mois de mai. Le gouvernement a défini 5 grands chantiers. La qualité et la pertinence des soins, les modes de financement, l'impact du numérique, les ressources humaines et l'organisation territoriale. Nous n'allons pas balayer les 5 thèmes ce soir, mais nous allons en retrouver plusieurs au cours des 2 tables rondes. Donc la première table ronde, la question est simple, c'est où trouver l'argent et comment ne pas trop le dépenser. Et la deuxième table ronde, c'est l'organisation qu'il y a derrière, notamment au niveau local, et notamment ce que permet le numérique. J'animais ce matin une table ronde à l'occasion de la Semaine internationale des transports et de la logistique, et c'était exactement le même sujet que sur faire rouler des camions. Et vous allez voir à quel point le numérique va rebattre les cartes et nécessiter des façons de travailler qui sont très nouvelles, avec les questions que ça pose derrière. Alors, d'abord, l'argent. Nous avons 3 intervenants plus notre grand témoin. Vous allez me dire, cette table est très masculine. Il devait y avoir aussi une intervenante qui n'a pas pu venir, et je tenais à le mentionner. Alors, le système est très compliqué, donc je vous propose d'abord de commencer par le décrire, et puis ensuite on verra ce qu'on peut faire dessus. Le décrire avec donc 3 étages de la fusée du financement des dépenses de santé. Et on va commencer avec Thomas Barnet. Alors Thomas, c'est le local de l'étape. Il est professeur de sciences économiques ici, dont l'équipe érudite, qui signifie équipe de recherche sur l'utilisation des données individuelles, thème hautement d'actualité sur la théorie économique. Et donc Thomas, tu vas nous parler du premier pilier du système, qui est notre bonne vieille Sécu. Merci beaucoup de cette prise de parole et puis de ces débats. Alors, vous l'avez constaté, notre première table ronde est autour des dépenses et on s'interroge sur, finalement, vu l'angle d'attaque qui est celui que nous avons entendu, sur la réduction des dépenses. Alors un économiste ne cherche pas à réduire les dépenses. Il cherche à identifier les dépenses inefficientes et les réduire, et puis s'interroger sur les dépenses qui, au contraire, sont efficientes et devraient être davantage promues par le système. Alors sur notre bonne vieille Sécu, quelques éléments pour essayer de positionner un petit peu le décor. Alors effectivement, selon la définition retenue, on est aux alentours de 200 milliards d'euros de dépenses de santé annuelles, un rythme de croissance spontanée de 4%, qu'on essaye de réduire à 2% tous les ans. Donc des économies à trouver de l'ordre de 4 milliards par an maintenant. Et puis des dépenses de santé qui sont très fortement, en effet, prises en charge par l'assurance maladie obligatoire, à hauteur pratiquement de 80%, 77%. Et ce niveau est extrêmement stable depuis un certain nombre d'années, depuis les années 80, puisque le palier a été atteint dans les années 80. En fait, il y a une montée en charge importante de la Sécu entre 1950 et 1980.
Et puis ça oscille aujourd'hui entre 77 et 80%. Alors l'AMO repose sur un financement mixte, alors qu'au moment de la création de la protection sociale, ça relevait uniquement d'un système bismarckien, c'est-à-dire assis sur les cotisations. On va de plus en plus sur des modalités de financement mixte, reposant à la fois sur des cotisations sociales, mais également sur la CSG. Et on a vu avec la réforme du 1er janvier 2018 combien la CSG prenait une importance dans le financement de la protection sociale. Ce qui veut dire aussi qu'on est à cheval aujourd'hui, on est sur un modèle un petit peu bicéphale qui relève de l'assurance, mais également du caractère un petit peu beveridgien. On appelle ça beveridgien parce que ça nous vient de l'Angleterre, de Lord Beveridge, et donc c'est le caractère universel de la couverture assurantielle aujourd'hui. Donc, dans quelle proportion aujourd'hui ? Alors 50-50 à peu près aujourd'hui entre cotisations sociales et impôts, alors que ça relevait exclusivement des cotisations sociales précédemment. Alors, je ne vais pas être trop long, mais derrière ce chiffre, il y a quand même beaucoup d'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% des dépenses de l'assurance maladie obligatoire sont concentrées sur 17% de la population, les personnes qui souffrent d'affections de longue durée. Et cette concentration de l'assurance maladie obligatoire est de plus en plus importante. Donc on se concentre sur ce qu'on peut appeler le risque lourd, plutôt hospitalier, plutôt des personnes âgées de 65-70 ans. Et donc, ce que permet l'assurance maladie obligatoire, eh bien, c'est d'assurer la solidarité du système. Et d'assurer en particulier que tout le monde cotise, y compris ceux qui n'ont pas de problème de santé. Ça permet de contrôler ce qu'on appelle vulgairement en économie de l'antisélection, et donc de faire en sorte que les personnes qui sont en bonne santé ou en mauvaise santé puissent cotiser. Alors ça peut paraître contradictoire parce qu'on pourrait se dire qu'effectivement, avec tous les chiffres qui nous ont été donnés en introduction, les Français ne seraient pas attachés à ce système-là. Et pourtant, quand on les interroge, 85% des Français, dans les baromètres DRES, nous indiquent être attachés à cette solidarité, ce qui signifie une redistribution entre les bien portants et ceux qui sont en mauvaise santé. Donc notamment, et je terminerai là-dessus, le rôle de l'assurance maladie obligatoire aujourd'hui, finalement le pari des jeunes, c'est de se dire, aujourd'hui, je cotise davantage que ce que je reçois du système, mais je me couvre contre le risque financier de long terme associé à la prévalence de maladies chroniques, de cancers, qui seront extrêmement coûteux et pour lequel ce système va me couvrir. En tout cas, c'est un petit peu le pari que font les jeunes générations, un peu à l'instar du système par répartition de retraite, sauf que là, le pari est encore plus fort puisqu'on ne reçoit rien du tout. On cotise en espérant évidemment, d'une part, arriver à l'âge de la retraite et d'autre part, bénéficier d'un taux de remplacement qui ne soit pas trop dégradé. Voilà les quelques éléments que je voulais vous soumettre en guise d'introduction. Un pari obligatoire, hein, on n'a pas le choix. C'est un point AMO, le O c'est assurance maladie obligatoire. Donc voilà. C'est un choix collectif, comme le disait Agnès tout à l'heure. Deuxième étage, deuxième intervenant, Pierre-Yves Joffard. Pierre-Yves est directeur de PSE, la Paris School of Economics, depuis 5 ans. Il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, directeur de recherche au CNRS. Il a écrit des livres dont la santé, par quels moyens et à quel prix. Il a fait sa thèse sur les équilibres à tâches solaires, mais je ne crois pas que ça sera son sujet du soir. Il va nous parler donc du deuxième étage de la fusée, qui est les retraites complémentaires, l'assurance complémentaire. Merci, j'avais peur que le sujet ait changé depuis la dernière fois qu'on a échangé. Oui, donc merci pour cette invitation. Alors j'essaye d'appliquer à mes interventions un principe assez strict qui est de ne jamais plus intervenir dans un panel où il n'y a que des hommes. J'avais bon espoir pour celui-ci parce que le sujet s'y prête, étant donné que l'économie de la santé est un sujet où il y a beaucoup de collègues de sexe féminin et souvent de grands talents. Et donc l'image que nous donnons de la sous-discipline ici est une image très travestie, si j'ose dire. Donc c'est un appel, c'est vraiment un appel en disant mesdemoiselles, mesdames, n'hésitez pas à vous engager dans ce champ, vous y serez bien accueillis. Et il y a vraiment des choses intéressantes à faire, c'est un domaine absolument passionnant. Alors sur les complémentaires, pour revenir à notre sujet, le constat c'est que l'assurance maladie obligatoire, comme l'a rappelé Thomas Barnet,
couvre en moyenne à peu près les 3/4, un peu plus des 3/4 de la dépense, mais laisse pour certaines personnes une part importante, un reste à charge assez important. Et ce reste à charge, même s'il n'est que de 25% ou 23% en moyenne, est très très différent selon le type de soins et selon le type de personnes, et selon le type notamment d'état de santé. Donc il y a un constat, et ce constat est ancien, que l'assurance maladie obligatoire ne suffit plus à garantir un accès aux soins sans barrière financière en France aujourd'hui. Du coup, face à ce constat, il y a plusieurs options politiques possibles. C'est soit étendre le périmètre de la sécurité sociale, ou soit s'appuyer sur un autre étage de la fusée, qui est l'étage des complémentaires. C'est la voie qui a été suivie en France depuis belle lurette, à travers des dispositifs qui visent à étendre la protection sociale complémentaire, donc les complémentaires. Alors les complémentaires, c'est quoi? Aujourd'hui, les complémentaires prennent en charge à peu près 13% de la dépense de soins, donc c'est 27 milliards, c'est pas du tout négligeable. 95% de la population est couverte, donc on peut se dire c'est la cible de couvrir intégralement la population. On n'en est pas loin, on n'est pas tout à fait là quand même, mais on n'en est pas loin. C'est un secteur extraordinairement complexe. Je ne vais pas essayer d'en dresser un tableau simple, parce que ça, j'en suis totalement incapable. Il y a 3 familles différentes, 3 types d'opérateurs sur ce marché, qui est un marché relativement concurrentiel. Vous avez le choix, dans beaucoup de cas, de l'organisme qui va de votre organisme complémentaire, soit à titre individuel, soit à titre collectif, pour les contrats collectifs qui couvrent l'ensemble des salariés d'une même entreprise. Donc, mais à ce moment-là, c'est l'entreprise qui a le choix du prestataire. Donc c'est un secteur concurrentiel, avec donc soit des contrats individuels, soit des contrats collectifs, avec 3 types d'opérateurs: les mutuelles, couverts par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance qui dépendent du code de la sécurité sociale, donc qui sont des organismes paritaires avec une gouvernance qui est une gouvernance syndicale, moitié syndicat de salariés, moitié représentants des syndicats patronaux, et des sociétés d'assurance qui sont des sociétés commerciales. Donc ces 3 types d'opérateurs ont des règles différentes, ont des contraintes différentes, des objectifs différents, des principes différents, mais opèrent sur le même marché. Donc à ça, il faut ajouter, parce que jusque-là c'était encore un peu trop simple, qu'on a introduit la CMU complémentaire, et ça a été en quelle année? 99. Donc un autre dispositif justement pour essayer de boucher les trous de la raquette, et de couvrir les gens qui n'étaient pas dans cette catégorie. On a vu que ça suffisait pas, du coup on a introduit des dispositifs d'aide à la complémentaire santé, qui sont une subvention pour des ménages en dessous d'un certain seuil de ressources des primes ou des cotisations qu'ils peuvent payer à la complémentaire. Et voilà, donc ça c'est... Au final, et on m'a demandé d'être très court, donc j'ai certainement déjà dépassé le créneau que je m'étais imparti, les complémentaires interviennent assez peu sur certains types de soins. Sur les dépenses hospitalières, c'est la Sécu, 91%, 92% de la dépense totale hospitalière est couverte par l'assurance maladie obligatoire, par la Sécu. En revanche, à l'autre extrême, à l'autre bout du spectre, vous avez les lunettes. Un certain nombre d'entre nous dans cette salle portent des lunettes. Et là, la Sécu ne couvre que 4% de la dépense totale, du coût total des lunettes. Donc ça, évidemment, tous ceux qui en portent l'ont constaté. Mais vous voyez que dire que la Sécu couvre 77% de la dépense totale, c'est très trompeur, parce que ça va être très variable d'un type de soin à l'autre, et encore une fois, d'une personne à l'autre. Donc au final, un système assez, voire très complexe, et un empilement. Et l'élément, et ça, je crois qu'il faut vraiment, peut-être en conclusion sur ma partie introductive, le fait que la même dépense de soins soit remboursée d'abord par un premier assureur, qui est l'assureur maladie obligatoire, la sécurité sociale, et ensuite que la feuille de soins soit adressée à la complémentaire santé, et donc fasse l'objet d'un deuxième remboursement, donc d'une deuxième ouverture de dossier. Ça, c'est unique. C'est à peu près unique. Il y a Medicaid aux États-Unis, sinon il y a en Estonie. Unique au monde, c'est-à-dire que dans aucun autre pays. Unique au monde. Voilà. Donc c'est le génie français qui se manifeste par la construction d'une machine à gaz avec un empilement, avec une capacité à générer des dépenses administratives et des frais de gestion qui s'accumulent et qui se cumulent les uns aux autres, puisque les frais de gestion, maintenant, on y est presque
Aujourd'hui, la Sécu gère 77% de la dépense, les complémentaires 13%, mais les frais de gestion sont au même montant, au même niveau. C'est 7 milliards pour l'un et 7 milliards pour l'autre. Les frais de gestion pour la Sécu baissent régulièrement d'année en année, pour les complémentaires, ils augmentent. C'est pas forcément qu'elles sont moins efficaces, c'est simplement qu'elles font face à la même type d'activité, même type de coûts administratifs qui est de gestion des remboursements, entre autres. Hein. Bon, voilà. Enfin, c'est une partie de l'explication. Donc voilà, c'est encore une fois c'est un système unique au monde, passionnant, sujet d'études absolument passionnant, que le monde entier nous envie nos données, mais ne nous envie pas forcément notre organisation. Voilà. Merci Pierre-Yves. Alors vous pourriez vous dire, après la Sécu, après les complémentaires, ça y est, c'est fini. Eh ben non, c'est pas fini. 77 plus 13, ça fait 90. Et donc il reste à la fin le RAC. Si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, le RAC, c'est ce que je rack, c'est le reste à charge, c'est-à-dire ce qui doit être payé par les patients, avec toute une série de questions que ça pose. Et donc ça, c'est Denis Reynaud qui va nous en parler. Denis dirige l'IRDES, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, un organisme qui est financé par l'État et l'assurance maladie pour faire des recherches, pour faire des travaux d'études. Et donc, Denis, à vous de nous raconter le RAC qui se pose à la fois pour ceux dont on a déjà parlé, un petit peu les éléments de prothèse, les lunettes, les couronnes dentaires, etc., mais aussi de manière peut-être moins visible, mais tout aussi prégnante à l'hôpital. Très bien, merci. Donc les RAC, c'est un sujet à la mode, hein, puisque on a tous en tête que en ce moment il y a des discussions sur un fameux RAC 0 qui, sur le champ de l'optique, des prothèses dentaires et des audioprothèses, a pour objectif de favoriser l'accès aux soins. Alors, naturellement, il y a de nombreuses études, notamment menées par l'IRDES, mais pas seulement, qui ont montré que quand il y avait une dépense qui était trop importante laissée à la charge des ménages, après le premier niveau, puis le deuxième niveau d'assurance, si ce reste à charge était trop élevé, ça pouvait occasionner des renoncements aux soins pour raisons financières. Et naturellement, ces renoncements aux soins pour raisons financières sont source d'inégalités sociales dans l'accès aux soins, et donc c'est la raison pour laquelle on essaye de résoudre ces problèmes de reste à charge. Alors ces problèmes de reste à charge, c'est naturellement, M. Vittori l'a bien dit, c'est ce qui reste après le remboursement du premier étage et du deuxième étage. Donc pour réfléchir aux questions de reste à charge, on est obligé de regarder la photographie dans son ensemble et d'avoir en tête les 3 étages, parce que finalement, ce reste à charge, c'est quand même la résultante de l'intervention des deux premiers étages. Donc ça nous amène à questionner, un peu comme l'a fait Pierre-Yves, la rationalité de cette articulation entre le premier étage et le deuxième étage. Et il est vrai que en France, le choix a été fait depuis longtemps de laisser des copaiements à la charge des ménages, copaiements qui avaient vocation à être laissés, à être remboursés par l'assurance privée. Ce choix n'a pas été complètement neutre, notamment sur la régulation des tarifs, puisque dans la mesure où il y avait un deuxième payeur qui apparaissait, on a pu laisser filer un certain nombre de tarifs. Donc là, je pense au dépassement d'honoraires et aussi pour tout ce qui concerne les dispositifs médicaux, donc lunettes, prothèses dentaires, mais aussi audioprothèses, des tarifs qui pour lesquels les bases de remboursement n'ont pas été revalorisées depuis plusieurs dizaines d'années, en fait, parce qu'on considérait que de toute façon, ça serait pris en charge par l'assurance complémentaire. Donc ça, finalement, ça a conduit petit à petit à conférer la responsabilité de l'accès aux soins au deuxième étage, c'est-à-dire que si on n'a pas une complémentaire, c'est vrai que les restes à charge sont vraiment très importants pour acheter des lunettes, pour accéder à des prothèses dentaires ou pour consulter des spécialistes avec dépassement d'honoraires. Et donc, petit à petit,
au fil de l'eau, eh bien, on a transféré à la charge de l'assurance privée la responsabilité de l'accès aux soins sur un certain nombre de soins. Et c'est ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'on soit aujourd'hui dans une course à la généralisation de la complémentaire santé. Donc il y a eu la CMU, il y a eu la complémentaire santé, Pierre-Yves l'a bien dit, avec un objectif d'arriver à 100% d'assurance complémentaire, qui est un peu un objectif, j'allais dire, un peu illusoire, un peu vain, puisque déjà, une politique publique qui permet d'atteindre à 95% de couverture, c'est déjà quelque chose d'assez important. Et atteindre 100, c'est sans doute un peu utopique. J'en veux pour preuve d'ailleurs le non-recours à la CMU. La CMU, c'est une couverture complémentaire gratuite. Pour autant, il y a du non-recours, un peu difficile à estimer, mais disons grosso modo 25-30%. L'aide à la complémentaire santé, il y a un non-recours qui est beaucoup plus massif, plus de la moitié. Donc voilà, on est dans une course à cette généralisation de la complémentaire santé, justement pour limiter ces restes à charge qui génèrent des inégalités sociales d'accès aux soins. Et donc, en parallèle de cet objectif de généraliser la complémentaire santé, on s'est mis de plus en plus à réguler cette complémentaire santé de manière là aussi, premièrement, à favoriser l'accès à la complémentaire santé, et deuxièmement, favoriser l'accès aux soins en s'assurant que la régulation de la complémentaire santé permette l'accès aux soins. Et donc c'est là qu'on arrive aujourd'hui aux discussions sur le reste à charge zéro, en se disant qu'il faut que cette articulation entre assurance publique et assurance privée permette, au moins sur un panier de soins à définir, d'atteindre un reste à charge zéro afin de favoriser l'accès aux soins et de réduire les inégalités sociales d'accès aux soins. Alors, je conclus là-dessus, puis après le débat rebondira, j'imagine. On peut noter que la question qui peut se poser sur cette question du reste à charge zéro, donc ça concerne l'optique, les prothèses dentaires, les audioprothèses, c'est qu'on est rentré dans cette problématique par un axe financement, mais il y a sans doute aussi un axe organisation du marché, voire défaillance du marché en fait. Et donc on est sur des marchés qui sont quand même extrêmement différents. Par exemple, sur l'optique, on a une structure de marché qui est là pour le coup qui est totalement atypique, avec, chacun a pu voir que il y avait des boutiques d'optique partout, donc on a un coût de distribution qui explose et qui représente la moitié du coût. C'est aussi unique au monde. Qui est aussi unique au monde et qui peut s'expliquer notamment par le fait qu'on a... Il y a des travaux d'économistes d'ailleurs sur le sujet qui ont montré ce qu'ils appellent un phénomène de forclusion, c'est-à-dire qu'il y a un acteur du marché, en l'occurrence là c'est Essilor, qui a un quasi-monopole sur la production de verre et qui donc contractuellement peut imposer aux distributeurs des clauses qui font que finalement malgré la pléthore de distribution, il y a assez peu de concurrence entre distributeurs en fait, donc finalement on a des prix très élevés et c'est sans doute ça la défaillance de marché à résoudre, à se poser en parallèle des questions d'articulation entre assurance publique et assurance privée. Sur les prothèses dentaires, il y a sans doute une organisation aussi entre assurance publique et assurance privée qui peut poser question, puisque on a l'assurance publique qui rembourse les soins conservateurs qui peuvent s'apparenter à de la prévention, disons, alors que l'assurance privée rembourse les prothèses ou les implants, c'est-à-dire plutôt pour un assureur, une fois que le sinistre est arrivé, il est dans la réparation. Donc du coup, c'est vrai qu'avec deux acteurs différents, un qui investit dans la prévention et l'autre qui répare les sinistres, on voit bien que les incitations ne sont pas forcément très bonnes pour une bonne allocation des ressources. Et donc ça fait partie aussi des problèmes à régler. Donc en parallèle de trouver une articulation qui permette d'atteindre le RAC 0, il y a aussi quand même cette question d'articulation à régler. Et sur les audioprothèses, alors là on est sur un secteur qui, pour le coup, qui est très peu financé à la fois par l'assurance publique mais aussi par l'assurance privée. Donc il y a un reste à charge qui est très important. Donc sans doute d'ailleurs que le reste à charge potentiel est sans doute beaucoup plus important que celui qui est mesuré, parce qu'il y a sans doute beaucoup de renoncement à l'accès aux soins. Et là, on est sur un marché, l'audioprothèse, où on a sans doute aussi une autre défaillance de marché à régler,
qui est plutôt une barrière à l'entrée sur ce marché. On a un nombre d'audioprothésistes qui est assez réduit par rapport à d'autres pays. Et ça peut expliquer que finalement on est un marché qui ne fonctionne pas très bien au-delà des questions de financement. Merci Denis. Donc voilà, le paysage est campé avec donc un certain nombre d'exceptions françaises. Pierre-Louis, une première réaction. Oui, deux remarques. On vient de vous parler, et à très juste titre, du reste à charge et donc des obstacles éventuels financiers à l'accès aux soins. Et effectivement, on peut mesurer... Ça marche pas ? On peut mesurer les renoncements aux soins. Il y a une étude Eurostat qui les sous-estime sûrement, mais il y a 2,3% des Français qui disent avoir renoncé à des soins médicaux, pas dentaires, hein, médicaux, du fait de raisons financières. Mais quand on leur demande est-ce que vous avez renoncé pour des raisons d'éloignement, vous avez 0%. Je vous dis ça parce que ça permet de relativiser tout le discours que nous entendons sur les déserts médicaux. S'il y avait autant de déserts médicaux, il y aurait des Français qui diraient « j'ai renoncé à des soins pour des raisons d'éloignement des producteurs ». Actuellement, dans les stats Eurostat, renoncement pour éloignement 0%, pour raisons financières 2,3%. Pourquoi donc ce thème des déserts médicaux est aussi prégnant dans le discours public, alors que celui des renoncements financiers est prégnant, mais beaucoup moins? C'est parce que dans ce pays, la voix des élus locaux, de l'aménagement du territoire, des terroirs, en tout cas de tout le vocabulaire que vous entendez tous les jours, cette voix elle est très très prégnante, mais la voix des économistes de la santé, qui vous parleront plutôt, comme l'a fait Denis Reynaud, de difficultés financières, eh bien, elle est beaucoup moins entendue parce que, bien évidemment, ils n'ont pas les porte-voix qu'ont les élus locaux. C'était ma première remarque. La deuxième, c'est, je voudrais revenir sur ce que disait Pierre-Yves Jouffard, et ça fait un lien avec les réformes structurelles. Il vous a dit, on a deux systèmes qui font la même chose, l'assurance maladie obligatoire, les complémentaires, elles remboursent des soins. Et ça fait 2 fois 7 milliards de gestion. Alors tout à l'heure, on parlait d'une réforme structurelle et on voulait trouver 6 à 10 milliards dans l'administration publique. Mais là, vous l'avez, la réforme structurelle. Vous dites, il n'y a plus de complémentaires, l'assurance maladie couvre à 100%, d'accord, et vous économisez 7 milliards de gestion. Voilà une vraie réforme structurelle. Et vous ne diminuez pas la valeur produite et créée. Hein. Et en plus, ça vous facilite la vie. Vous n'avez plus à envoyer votre feuille de soins à la mutuelle. Vous n'avez plus chaque année à acheter une mutuelle. Vous n'avez plus à vous préoccuper de tout ça. Vous êtes couvert par la Sécu. Pourquoi cette réforme qui est aussi simple ne se fera-t-elle jamais? Parce que c'est ça la question. Parce que dire qu'il faut faire cette réforme, c'est facile. Pourquoi ne se fera-t-elle jamais? D'une part, elle va complètement à l'encontre de la doxa. Parce que si je transfère vers la Sécu, j'augmente les dépenses publiques. Je fais faire une économie aux Français, mais en augmentant les dépenses publiques. Horreur! Les dépenses publiques, tout le monde le sait, sont beaucoup trop élevées en France. Et alors faire une économie en augmentant les dépenses publiques, ça relève vraiment, il faut être un économiste hétérodoxe pour évoquer un truc comme ça. Hein. Donc, voilà. Donc, pour cette raison déjà d'affichage, peu de chance. Et puis surtout, si vous voulez faire cette réforme, vous avez la plus grande coalition politique contre vous qui puisse jamais se former. Vous aviez bien évidemment le MEDEF, parce que la FFSA, à travers les sociétés d'assurance, elle souhaite que continue cette part de business. Vous avez les organisations syndicales, parce que dans les institutions de prévoyance, elles sont à parité avec les organisations d'employeurs, et que tout ça, ça alimente des bureaucraties. Vous avez la mutualité, et la mutualité, ça a été historiquement un mouvement très très puissant, lié avec plein de connexions, avec tout un tas de mouvements politiques, et ainsi de suite. Et donc, si demain vous vouliez faire cette réforme, un économiste, disons, moyen, qui se dit, après tout, 7 milliards qui ne servent à rien, c'est toujours bon à gagner, vous auriez la plus grande coalition politique jamais formée contre vous, et donc personne n'en parle. Alors bien évidemment, il y aurait un énorme problème, parce qu'on ne fait jamais d'économie sans supprimer des choses. L'économie le plus durement vécue par ceux qui vivent des dépenses liées aux économies. Et donc, bien évidemment, dans les mutuelles, dans les IP et dans les sociétés d'assurance, il y a des gens qui travaillent tous les jours et qui font un travail qui est parfaitement légitime, ils ont un salaire parfaitement légitime. Et donc, il y aurait un énorme problème social. Quand il s'agit... Ils sont combien? Ça doit être 20 à 30 000, c'est très difficile parce que dans les sociétés d'assurance, on n'arrive pas bien à les distinguer des autres parce que tout ça est un peu mêlé. Bon, alors,
les économistes disent il faut indemniser les perdants, et ainsi de suite, et on doit trouver les moyens. Bon, donc normalement, en économie pure et parfaite, tout ça se règle. Enfin, je sais bien que c'est beaucoup plus compliqué. Mais, alors donc, c'est extrêmement sensible. Le dernier papier de l'OCDE sur la part des dépenses de gestion dans les dépenses de santé, celui qui tient le pompon, c'est les États-Unis. 8% des dépenses de santé sont des dépenses de gestion parce qu'eux, ils ont des milliers d'organismes d'assurance et donc ils multiplient les frais de gestion. Là. Mais celui qui vient après, c'est la France, 6%. Et la moyenne OCDE, c'est 3%. Donc on voit très très bien et on lit combien cette réforme assez simple, et qui en plus permettrait, parce que pour le moment on a 95% de gens qui ont une complémentaire et on rame pour arriver vers les 100% en donnant des subventions, en faisant la CNUC, en faisant tout un tas de procédures et ainsi de suite. Et puis ça simplifierait la vie des hôpitaux parce que la facturation dans les hôpitaux serait... Enfin bon, donc en gros, il y a 7 à 8 milliards à gagner pour ceux qui ont une vraie volonté militante pour les économies, mais je ne suis pas sûr que votre combat sera victorieux. Mais enfin, ça mérite d'être cité. Voilà. Bon, alors vous nous avez parlé d'une réforme qui ne se fera pas. Avant de parler des réformes qui pourraient se faire, je voudrais qu'on joue un petit peu avec les briques que vous avez assemblées pour nous dire où est-ce que vous situez les problèmes. Vous avez déjà commencé à en parler, mais je ne comprends pas bien dans ce système ce qui maîtrise la dépense, qui peut poser question. Comment est-ce que ça peut se réguler? Comment est-ce que ça se finance de manière équitable? Donc je voudrais maintenant que vous nous disiez tous les trois ce que vous pensez des problèmes que ça pose. On va commencer cette fois-ci par Pierre-Yves. Oui, alors plutôt que de parler de maîtrise de dépenses, maîtrise, on a toujours l'impression que on peut rien dépenser de plus, etc. Il faut raisonner dans une enveloppe donnée. Le plus important, c'est de parler de régulation. Est-ce que dans quelle mesure le système est régulé? Dans quelle mesure les acteurs, que ce soit les patients évidemment, mais les professionnels de santé, tous les acteurs du système, dans quelle mesure leur comportement qui opèrent dans un système de règles, de contraintes, d'incitation monétaire, dans quelle mesure ces comportements vont dans le sens non seulement de leur intérêt privé, mais dans le sens de l'intérêt général. Et ça, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Si on parle de gaspillage, c'est bien qu'il y a des choses qu'on pourrait faire mieux, c'est-à-dire des choses qui ne servent à rien et qu'on pourrait économiser. Dans l'option évoquée par Pierre-Louis Brasse, elle est évidemment intéressante à regarder, mais je crois que c'est le problème de l'empilement des deux systèmes d'assurance pour la même dépense de soins. Il crée des dépenses administratives, des surcoûts administratifs. Alors ça, c'est assez facile, enfin c'est relativement facile à évoluer, mais surtout, peut-être le problème encore plus important, c'est qu'il déresponsabilise chacun des opérateurs d'assurance vis-à-vis de la régulation de l'offre de soins. C'est-à-dire que, comme l'a dit Denis Reynaud, c'est le fait de savoir qu'il y a un autre type d'opérateur qui va pouvoir prendre en charge le dépassement, et ben du coup la Sécu, la DSS, la direction le ministère de la Santé laisse filer ou peut être tenté de laisser filer les dépassements parce que de toute façon ça ne pèse pas sur le budget de la Sécu. Donc, bon, on s'en fiche, c'est pas très grave pour la Sécu. Et puis, c'est pas très grave pour les gens parce que les complémentaires vont le prendre en charge. Donc, au final, ce qu'il faut quand même rappeler, un principe de base, je suis désolé pour rappeler ce principe élémentaire, 100% de la dépense est payée par les Français. 100%. C'est pas 8%, c'est 100%. Soit à travers les cotisations, soit à travers les primes de complémentaires, soit à travers le reste à charge. Mais au final, c'est quand même... Donc s'assurer que cette dépense soit la plus efficiente possible, qu'on produise le maximum de santé possible dans le cadre d'un budget donné, c'est un objectif qu'il faut viser. Et pour ça, eh bien, il faut réguler cette dépense. Réguler cette dépense, ça veut dire s'assurer que les patients, que les malades ont des comportements qui vont dans le sens d'une plus grande efficience et surtout que les professionnels de santé, les structures de soins le font également. Or, cet empilement des deux systèmes ne prive chacun des opérateurs d'incitations fortes à essayer de réguler l'offre de soins. Pourquoi la Sécu essaierait de réguler le prix des lunettes alors qu'elle n'en prend en charge que 4%? Bon, on voit très bien que c'est pas très important. C'est peut-être important pour la santé des Français, mais ça c'est autre chose. Et
comment les mutuelles et les complémentaires, qui, elles, prennent en charge une part prépondérante de cette dépense, elles n'ont pas forcément les outils pour agir sur les réseaux. Alors, elles en ont des outils, et quand elles les ont, elles essayent de les mobiliser, mais elles n'ont pas l'information qui leur permet de gérer le risque pour améliorer la prise en charge à coût donné. Ça, elles l'ont pas. Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qui leur manque pour dire, je paye 96%, je prends en charge l'organisation infirmière, je négocie avec Essilor. Qu'est-ce qui empêche l'assurance complémentaire d'intervenir là? Alors, un des problèmes, c'est d'abord quelle est leur liberté contractuelle de couvrir tel ou tel réseau plutôt que tel autre. Quels sont les outils qu'ils peuvent avoir dans la régulation? C'est-à-dire, il y a des outils qui existent, conventionnement, contractualisation sélective avec certains distributeurs et pas avec d'autres qui sont par exemple plus chers ou qui font trop de marge, etc. Il y a des outils qui existent, mais il n'y a pas tous les outils. Et notamment, c'est très difficile de distinguer, de parler uniquement des prothèses optiques sans parler de la santé visuelle au sens large. Donc, de la rémunération des ophtalmos. Donc, de la régulation des ophtalmos aussi. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'activités, des tas d'actes qui sont actuellement, qui relèvent du monopole des médecins ophtalmologistes, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, et qui, dans d'autres pays, sont effectués dans des centres commerciaux, aussi avec des indicateurs de santé visuelle de la population qui ne sont pas moins bons. Donc ça, il y a des sources d'économie possibles, mais il faut avoir l'ensemble. Alors, il faut avoir l'ensemble au moins du secteur ou du domaine pour arriver à gérer le risque, à faire de la prévention, à gérer le risque de manière un petit peu plus fine. Et ça, tous les outils ne sont pas là. Donc une autre réforme possible que celle suggérée par Pierre-Louis Braz, c'est... On viendra sur les... On viendra sur les réformes après. Bon, c'est un teasing alors. Bon, il y a une autre... Alors, il existe une autre réforme possible. Merci de nous rassurer. Donc le point sur lequel tu insistes, c'est la déresponsabilisation, le fait que du coup il n'y a pas d'incitation, ni du côté des professionnels de santé, ni du côté des payeurs, assureurs privés ou publics, ni du côté des patients eux-mêmes pour une organisation plus favorable. Oui. Il faut quand même dire qu'il n'y a que quelques domaines où les prix dans ce pays ne sont pas régulés. Tous les prix des soins sont régulés, parce que bien évidemment, dès lors qu'il y aurait un assureur public comme la Sécu qui se mettrait à rembourser, si elle remboursait à prix coûtant, bien évidemment les prix augmenteraient. Donc quasiment tous les prix sont régulés. Les prix des infirmières libérales, des masseurs kinés libéraux, de la plupart, de la quasi-totalité des généralistes libéraux, les prix à l'hôpital, tout ça c'est régulé. Il y a quelques domaines où ça n'a pas été régulé. Les lunettes, les soins prothétiques dentaires, et pour certains médecins spécialistes, on leur a offert la possibilité de fixer librement leurs prix. Et c'est dans ces domaines-là qu'il n'y a pas de régulation des prix, d'accord ? Et qu'on aurait pu attendre des complémentaires et qu'elles viennent se substituer à cette non-administration des prix. Elles ne l'ont pas fait pendant des années. Elles ont plutôt alimenté l'inflation en prenant en charge les dépassements ou les lunettes ou ainsi de suite, quasiment sans limite ou à des niveaux très très élevés. Bien souvent, les gens allaient chez l'opticien et la première question de l'opticien, c'était pas quel est le problème que vous avez aux yeux, mais quelle est votre mutuelle. Et on fixait le niveau des prestations là-dessus. Ce qui fait que les pouvoirs publics, maintenant, ont pris une disposition qui empêche les mutuelles de rembourser au-delà d'un certain niveau. De même pour les déplacements des médecins du secteur 2. Mais vous voyez bien que, effectivement, le jeu des deux systèmes est complètement pervers et que l'addition des deux systèmes a permis que se développe une inflation par les prix dans les domaines où la Sécu n'intervenait pas pour fixer administrativement les prix. Mais dans les autres secteurs, les prix sont régulés, mais les volumes ne le sont pas. Donc voilà, la dépense ne l'est pas forcément, si je comprends bien. Denis, peut-être. Oui, merci. Oui, alors, effectivement, les prix, généralement, sont régulés. Donc se pose la question des incitations au volume, et ça pose naturellement la question de la rémunération à l'acte qui est prégnante dans tout le système de soins, que ce soit en ville, que ce soit aussi à l'hôpital avec la tarification à l'activité.
Alors bon, aujourd'hui, il est de bon ton de dire que cette rémunération à l'acte, elle a des effets pervers, elle est inflationniste, et que donc il faut y revenir dessus. Alors bon, avant de dire ça aussi, je veux quand même dire que ça a aussi des effets bénéfiques. Par exemple, si on a mis en place la tarification à l'activité dans les établissements de santé, c'était quand même justement pour augmenter l'activité des hôpitaux publics. Il y avait sans doute des phénomènes de sous-productivité il y a une quinzaine d'années qui n'existent plus aujourd'hui. Donc si ça a été mis en place, c'était bien pour inciter les établissements à l'activité. 15 ans après, on n'a pas ajusté le système, et donc là on se dit qu'il y a sans doute des effets pervers. Tous les autres pays qui ont mis en place la tarification à l'activité à peu près en même temps que nous ont mis des ajustements à cette tarification à l'activité. Nous, on l'a très peu fait, donc c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on réfléchisse aux ajustements qu'il faut qu'on mette pour, par exemple, que sais-je, ne pas récompenser la non-qualité, par exemple. Quand il y a un indicateur traditionnel de qualité des soins ou de non-qualité, c'est mesurer, par exemple, les réadmissions. Aujourd'hui, dans le système de tarification à l'activité, s'il y a une réadmission, l'hôpital il est payé 2 fois. Donc on récompense en fait la non-qualité. Donc il y a, dans d'autres pays, il y a des rémunérations forfaitaires où, par exemple, on va intégrer dans la première hospitalisation le coût d'une éventuelle réhospitalisation en calculant qu'il y a X% de probabilité qu'il y ait une réhospitalisation. On l'intègre dans le calcul initial du tarif. Et derrière, si jamais par malheur il y a une réhospitalisation, il n'y a pas de financement additionnel. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui existent à l'étranger, que nous, on n'a pas mis en place. Il faut essayer de modifier les incitations pour essayer de limiter une inflation de l'activité qui est liée au système de tarification. En ville, on a aussi une tarification à l'acte. J'allais dire que la tarification à l'acte, alors tout à l'heure, Pierre-Yves relativisait grandement le problème des déserts médicaux. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Pierre-Louis, pardon. Non, c'est compliqué là. Pierre-Louis, Pierre-Yves, excusez-moi. Deux pierres d'un coup. Donc Pierre-Louis relativisait le problème des déserts médicaux. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a dit, en ajoutant que, notamment dans les zones sous-denses où il y a moins de médecins qu'ailleurs, parce qu'il y en a quand même, la rémunération à l'acte, c'est quand même un puissant incitatif pour que les médecins travaillent beaucoup et finalement permettent aux populations qui habitent dans ces zones d'accéder aux soins parce que le médecin est récompensé parce qu'il travaille beaucoup. Donc ça, c'est quand même un effet positif. Après, dans l'évolution de l'organisation des soins, cette rémunération à l'acte, on voit bien que ça peut avoir ça entraîne un certain nombre de freins. Ça entraîne un certain nombre de freins pour la coopération, la collaboration entre professionnels de santé, l'exercice regroupé. Donc là, je ne veux pas dire par avance ce qui sera dit dans la deuxième table ronde, mais bon voilà, si on parle de régulation des dépenses, on a un système qui est vraiment tout tourné vers la rémunération à l'activité ou à l'acte, et il faut sans doute imaginer aussi d'autres formes de rémunération, ce qui peut avoir pour conséquence de réguler la croissance des dépenses. Thomas. Alors, en complément, alors sans rentrer sur la question du renoncement aux soins, parce qu'effectivement, la définition est quand même extrêmement compliquée, il y a quand même des résultats comparatifs qui sont cette fois-ci assez fiables. On sait que les inégalités sociales de santé sont parmi les plus élevées d'Europe en France, au même niveau que la Finlande et que le Portugal en termes d'inégalité de mortalité entre les peu qualifiés et les plus qualifiés, qu'on a aussi de fortes inégalités d'accès aux soins de spécialistes à état de santé donné, et là de manière récurrente dans toutes les études qui sont menées. Alors si on n'est peut-être pas d'accord sur la manière de mesurer le renoncement aux soins, en tout cas cette question des inégalités sociales de santé et d'accès aux soins est réelle et importante. Alors quand on regarde la régulation, on peut se dire qu'effectivement il y a une entrée par les prix ou par les volumes, et depuis 2010, la dépense de santé est uniquement expliquée par un effet volume, c'est-à-dire que les prix relatifs de la santé diminuent sous l'effet du marché des génériques. Donc de plus en plus de génériques sur le marché à des prix moins importants, et donc ça vient plus que compenser l'augmentation des prix de ville notamment.
Donc quand on regarde du côté des volumes et qu'on essaye de regarder un petit peu en termes de comparaison internationale, avec évidemment les limites que ça procure, on voit qu'en termes de dépenses de médicaments par habitant, on est un petit peu au-delà de la moyenne européenne. En termes de durée moyenne de séjour, on est aussi au-delà. Donc on a peut-être de ce côté-là la possibilité d'agir autour de ce fameux virage ambulatoire. Et puis, plus fondamentalement, moi, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est potentiellement de la réaffectation vers des dépenses de prévention, puisqu'effectivement, traditionnellement, comme le disait Denis, on a un système très tourné vers le paiement à l'activité, même si maintenant, aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital et surtout à la ville, les rémunérations sont mixtes. Eh bien, sur les 200 milliards, grosso modo, quand on prend la prévention institutionnelle et la prévention individuelle au sein des cabinets, on est à 15 milliards sur les 200 milliards. Et quand on regarde uniquement la dépense collective de prévention, eh bien, on est en deçà du niveau européen, donc de la moyenne. Donc il y a un vrai problème, parce que lorsqu'on essaie de mesurer, ce qui est très compliqué, les résultats, les performances du système de santé français, on constate qu'on est très très en retard sur, je vous l'ai dit, les inégalités, mais également la surmortalité prématurée masculine, c'est-à-dire la mortalité qui intervient avant l'âge de 65 ans, dont on sait qu'un tiers pourrait être évité en agissant sur les comportements à risque. Donc là, il y a un gros problème, en particulier lié au comportement tabagique, à l'absence d'activité sportive des jeunes par rapport à la moyenne européenne. Et donc probablement, si on mettait davantage de sous sur la prévention, ça aurait un effet peut-être pas immédiat sur la santé, mais à l'évidence à moyen long terme. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais aussi intervenir. Merci. Nous avons dans la salle des étudiants un panel d'étudiants qui a préparé des questions. Donc, je voudrais leur donner la parole et dans quelques instants, je voudrais qu'ils aient un micro. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'ils en aient un? Vous en avez un? C'est parfait. Donc, avant de vous donner la parole et avant de voir concrètement quelles sont les réformes qui pourraient être apportées, je redonne la parole à Pierre-Louis Brasse. Oui. Un mot tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Thomas Barnet sur la prévention, mais il y a un mot qu'il n'a pas dit, et ce qui nous différencie vraiment de tous les autres pays, et qui est essentiel en matière de prévention, c'est la consommation d'alcool. Parce que sur le tabagisme, on est plutôt dans la moyenne, sur l'obésité, on se tient pas mal, mais l'alcool, on est plus que les autres. Mais bien sûr, le vin, c'est pas de l'alcool. Bon, voilà. Ouf. Tout le monde le sait. Je voudrais revenir plus sérieusement sur l'hôpital. On a dit on paye à l'activité. Et c'est vrai qu'on paye à l'activité, mais on paye à l'activité dans une enveloppe fermée, décidée par le Parlement. Et donc, quand les volumes augmentent, les prix baissent. Et donc, les prix ont baissé à l'hôpital depuis des années. Et donc, l'hôpital a été amené à faire des progrès de productivité majeurs. En gros, entre 2009 et 2016, l'activité en volume des hôpitaux, mesurée par l'adresse, plus 17%. La croissance du personnel non soignant de la même période, 3 à 4%. Donc, il y a une augmentation de la productivité physique du travail très importante dans les hôpitaux, et c'est en train de se passer actuellement. Faire des progrès de productivité, ça peut être très très bien. Moi, je suis très heureux que les producteurs d'ordinateurs fassent tous les jours des progrès de productivité. Les ordinateurs sont moins chers. Là, on a fait ces progrès de productivité. Ça peut être parce qu'on a réorganisé les hôpitaux, parce qu'on a réorganisé les protocoles, des procédures, parce qu'on a amélioré des organisations. Très très bien. Mais ça peut être aussi parce qu'on a intensifié le travail, dégradé les conditions de travail et dégradé la qualité des soins. À cette question, je suis incapable de répondre. Parce que, à la différence de tous les autres pays, en France, nous n'avons pas d'indicateur de qualité. Vous seriez aux États-Unis, vous seriez au Royaume-Uni, vous auriez depuis maintenant 15 ans, par exemple, un indicateur sur le vécu des patients à l'hôpital. Parce que c'est un des éléments de la qualité, ce qu'ont vécu les patients, si leur intimité a été préservée, s'ils ont été bien informés, ainsi de suite. Vous auriez chaque année, sur les conditions de travail, un sondage sur le vécu des soignants dans tous les hôpitaux du pays. Et vous pourriez comparer. En France, on ne sait pas, d'accord ? Et vous auriez des indicateurs cliniques de qualité et des indicateurs de résultats. Taux de hospitalisation, taux de mortalité, il y a plein d'autres procédures pour mesurer la qualité. En France, rien, des indicateurs de procédure qui n'ont qu'une valeur, une valeur très très faible en termes
de représentation de la qualité. Et donc, on demande de la productivité et on sanctionne éventuellement les hôpitaux qui sont en déficit économique, mais on n'a aucun moyen de contrôler la qualité. Et ça, c'est la grande faiblesse de notre système. Donc, ce n'est pas l'insuffisance de régulation et de pression économique, c'est le fait que notre système marche sur une seule jambe, incitation économique, et pas de contrôle sur la qualité, en tout cas à l'hôpital. Je ne parle qu'à l'hôpital. Sur l'hôpital, on a l'impression même d'entendre en ce moment quelques craquements. Est-ce que cette productivité n'a pas été obtenue parce que Agnès appelait tout à l'heure la technique du rabot et pas la technique de la réforme structurelle, de la réorganisation en profondeur? Et donc, est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'appuyer sur la valise pour qu'elle ferme et puis il y a un moment où ça va craquer? Il y a eu les deux, hein. Il y a eu des restructurations, il y a des maternités qui ont fermé, il y a des hôpitaux qui ont fermé. Actuellement, on est en train de faire des groupements hospitaliers de territoire pour mutualiser des équipements entre les hôpitaux. On a refait des protocoles, on a développé la chirurgie ambulatoire. Donc, il y a eu du structurel, de l'organisationnel et du structurel. Mais le structurel, c'est pas je décide et ça se fait. Hein. Je veux dire, développer la chirurgie ambulatoire, ça suppose de transformer tout un tas de procédures dans un hôpital, même de transformer ses locaux, donc ça prend du temps, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc tout ça se fait très lentement. Ça doit expliquer une partie de ces progrès de productivité, et le reste, il est bien possible que ce soit de l'intensification du travail, de la dégradation des conditions de travail, éventuellement des questionnements sur la qualité des soins, et ce qui se passe aujourd'hui. Alors, bien évidemment, il ne faut pas faire une politique hospitalière à l'audimat ou à l'applaudimètre, parce que moi, depuis que je suis dans le secteur, les personnels hospitaliers, et c'est normal, et dans tous les secteurs, c'est comme ça, dans l'éducation nationale, dans la défense. Alors, dans la défense, c'est les généraux qui protestent, dans les autres secteurs, c'est la base, mais tout le monde demande plus de moyens. Donc ça, voilà. Mais là, il s'est passé des choses assez fondamentales depuis 10 ans dans le secteur, et c'est pas parce que Pierrot a crié au loup bien des fois que le loup n'est pas là. Voilà. Question du panel d'étudiants. Merci de vous présenter. Pomme? Non. Alors, ils ont un micro, mais il ne marche pas. S'il ne marche pas, essayez de parler fort. C'est bon. Allô? Oui, allô. Jérémy, je suis en Master 2 d'éco de la santé. Tout d'abord, merci pour votre première intervention. Je voulais revenir un petit peu sur la promesse du gouvernement, justement, sur la promesse d'avoir un zéro reste à charge sur les soins dentaires, les prothèses auditives et les soins d'optique à l'horizon de 2022. Je voulais que vous reveniez un petit peu sur... la question, elle est plutôt sur comment on concilie un petit peu la maîtrise des dépenses de santé avec justement une montée en gamme de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire sur ces postes de coût. Comment aussi on manage un petit peu justement l'intervention de des deux volets assurantiels de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, et de savoir derrière si est-ce que ce ne serait pas plus judicieux d'avoir justement une réflexion sur la répartition des postes de soins et de confier justement en termes de responsabilité peut-être la prise en charge de ces soins-là directement à soit la complémentaire santé ou pas. Voilà. Alors sur la deuxième question, on va y venir dans les réformes. Sur la première question, est-ce qu'on peut vraiment réguler mieux en remboursant mieux? Et Denis, puisque vous avez parlé du reste à charge. Alors, pour ce que j'en sais, il a été annoncé quand même de manière très claire que ce RAC 0, ça serait sur un panier de soins qui serait vraiment bien défini, qui serait loin d'être le panier de soins le plus large possible. Donc ça serait sur des biens déjà assez bien identifiés qui permettent d'accéder aux soins, mais sans bénéficier, j'allais dire, du niveau de qualité maximale. Donc là, sur les lunettes, on voit bien ce dont il s'agit. Sur les prothèses dentaires, mais là j'ai lu dans la presse, comme vous, qu'il y avait
il y avait des questions sur la position, par exemple, de la dent dans la bouche, en disant qu'on rembourserait des prothèses céramiques que si c'était visible. Bon, mais c'est pas nouveau, en fait. Hein. Les assureurs privés, en fait, font ça depuis assez longtemps. Et donc, en fonction du niveau de contrat qu'on choisit, on peut avoir la prothèse céramique pour toutes les dents ou uniquement sur les dents visibles. Donc voilà, il y a quand même des possibilités de réguler la dépense, et même si on est sur du RAC 0, c'est-à-dire avec, si je traduis un peu votre idée, s'il n'y a pas de dépense, il y a quand même un risque de consommation importante. Bon, ben voilà, en limitant un peu le périmètre, je pense que ça peut permettre, enfin, je ne sais pas si c'est ça votre question, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. Après, je peux répondre sur la deuxième question. On va peut-être y venir plus tard. Mais ça, vous confiez le sujet à des gens de Bercy, ils vont vous couper le truc en haut, à gauche, en bas, à droite. Comme ça, ils rembourseront presque plus rien et le problème sera réglé. Est-ce qu'il y a une autre question sur la première partie des échanges ? Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Anisha, je suis en première année de Master Économie de la Santé. Ma question est la suivante. Quelles sont les conséquences de la fusion entre les impôts sur le revenu et la CSG ? Merci. C'est pas encore fait, effectivement. Mais la question, vous pouvez préciser votre question. Donc, on est sur le financement. Quel est votre... Dans le sens où, en gros, les plus grandes conséquences, enfin, que l'impact qu'il pourrait y avoir sur cette fusion, non. C'est-à-dire l'impact de la fusion. Oui. L'impact de la fusion, avec aussi peut-être un financement plus grand. Hein. Vous évoquiez, Thomas, je crois, les 50-50. C'est aussi l'idée que, sans doute, derrière, la part du financement de type solidaire et non plus assurantiel progresserait. C'est ça, c'est l'arbitrage, c'est la question de l'arbitrage entre une mutualisation du risque et un risque plus individuel. Donc l'idée, c'est d'arriver à une plus grande progressivité, sans doute, une plus grande visibilité aussi des personnes qui promeuvent cette situation-là, cette possibilité. Mais c'est sûr qu'on va vers un financement, une assiette en tout cas beaucoup plus large du financement de la protection sociale. Ce qui pose évidemment en creux la question des retraités dont on entend beaucoup parler en ce moment, puisqu'ils sont amenés aussi à participer par le biais de la CSG à nouveau, dirait-il, au financement des dépenses de santé. Et que l'arbitrage, il est là par rapport à ce qui était indiqué en introduction, c'est que initialement, le financement de la protection sociale relevait de la population active exclusivement, et du fait du vieillissement de la population, du fait de la contraction du marché du travail, eh bien, on essaie d'élargir cette assiette, et cette proposition-là permet d'assurer cette progressivité-là avec une assiette plus large. Pierre-Yves ? Oui, ce qu'il faut voir, c'est que le système de protection sociale en France a été construit à une époque de plein emploi, masculin en tout cas, mais c'était pas du tout où les gens exerçaient un métier assez stable, souvent le même pendant assez longtemps, souvent au sein de la même entreprise, les hommes, et l'ensemble de la population était irriguée, mais de manière indirecte, en étant ayant droit. Donc l'épouse était ayant droit et à ce titre-là était couverte par la protection sociale, et les enfants, etc. Mais donc on était dans ce monde-là, on n'est plus du tout dans ce monde-là, hein, et on ne voit pas très bien au nom de quoi l'accès aux soins sans barrière financière en France serait lié au fait que la personne exerce une activité salariée ou autre. L'accès aux soins doit être un accès universel pour l'ensemble de la population. Et donc on voit très bien qu'une partie des tensions qu'il y a dans le système, c'est vrai sur le financement, c'est vrai sur l'organisation, sur l'intervention des complémentaires, etc. Le gouvernement précédent a décidé de promouvoir les complémentaires collectifs d'entreprises dans les petites entreprises. Mais donc encore une fois, de dire que l'accès aux soins sans barrière financière doit passer par le travail, doit passer par l'activité salariée. Et on est dans cette tension entre un droit qui doit être universel, et à ce moment-là, s'il est universel, eh bien, il doit être financé par l'impôt.
ou par d'autres mécanismes, mais en tout cas, et un droit qui est lié à l'exercice de tel ou tel métier, telle ou telle profession. Et là, c'est un autre mécanisme de financement, c'est une autre forme de solidarité avec une mutualisation du risque entre catégories professionnelles, éventuellement au sein de l'entreprise, éventuellement au sein de la branche. Enfin bon, les branches, est-ce que c'est vraiment une manière très solidaire d'organiser les choses? Je ne suis pas certain. C'est-à-dire que, par exemple, les charcutiers et les bouchers ne sont pas solidaires parce que ce n'est pas la même branche. Puisque tu as le micro, Pierre-Yves, tu vas le garder. On va basculer évidemment maintenant sur le versant des réformes. Tu as fait tout à l'heure du teasing. J'ai entendu ce matin à la radio qu'il fallait plus dire teasing, mais aguichage. Aguichage, voilà. Donc tu as fait de l'aguichage sur la réforme qui serait possible. Donc à toi de la proposer. Je ne suis pas sûr qu'aguicher soit totalement non plus encouragé. Oui, mais un léger doute. Mais tu as tout de même la parole. Non, alors si on veut répondre à ce problème qui est un problème clé, qui est de l'empilement des deux. Si on parle uniquement du financement de l'assurance maladie, parce qu'après on pourrait parler du paiement à l'acte, on peut parler de l'hôpital, on peut parler de l'amont, sur le financement, sur l'organisation de l'assurance maladie, c'est vrai que ce qu'on a envie de dire, c'est que l'empilement, c'est-à-dire deux opérateurs d'assurance pour la même dépense de soins, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Il y a plusieurs manières de le faire. C'est une réforme consiste à dire nationalisons l'ensemble de la protection sociale complémentaire. Hein, c'est la proposition Pierre-Louis Braz et d'autres. Politiquement impossible, enfin en économie politique impossible. En économie politique peut-être impossible. Une autre réforme, c'est de dire privatisons la sécurité sociale, ou en tout cas mettons de la concurrence, sans forcément privatiser, mais ouvrons la sécurité sociale, le régime de base, à la concurrence. Cette concurrence existe déjà sur l'assurance maladie obligatoire pour les étudiants. En tant qu'étudiant, vous pouvez choisir le régime de sécurité sociale qui va gérer votre dépense de soins. C'est à peu près, c'est une des seules catégories, mais ça existe. Il est possible aussi d'avoir un financement solidaire et une organisation assurantielle, concurrentielle. Ça, c'est possible aussi. C'est une autre réforme possible, soit pour l'intégralité des soins, soit pour certains types de soins. C'est le troisième type de réforme qui est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est ni tout sécu, ni tout concurrentiel, mais dire sur certains types de soins, sur les dépenses hospitalières c'est 91%. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes pour certaines personnes. Les gens qui n'ont pas de complémentaire peuvent se retrouver avec des restes à charge très élevés. Ça peut être 6 000 euros par mois. Si vous n'avez pas de complémentaire et que vous avez le malheur de passer un mois à l'hôpital. Donc il reste ce 9%, il reste. Bon, alors supprimons le forfait hospitalier, supprimons le ticket modérateur et basculons tout sur la Sécu. Et à ce moment-là, c'est la Sécu qui est responsable intégralement de cette dépense. Et puis d'autres types de soins, d'autres types de dépenses, par exemple tout ce qui est optique, tout ce qui est dentaire, tout ce qui est auditif, là, confions la responsabilité et le financement de ces dépenses à des assureurs en concurrence, donc à des complémentaires, qui sont régulés également de manière à avoir un financement plus solidaire qu'actuellement. Aujourd'hui, sur les contrats individuels, la prime ou la cotisation que vous payez va dépendre de votre âge. Dans la plupart des pays où c'est un secteur concurrentiel, souvent à but non lucratif, mais qui prend en charge une part importante de la dépense de soins, il y a des mécanismes de régulation qui interdisent la tarification avec l'âge. Au nom de quoi serait-il solidaire de faire payer davantage les personnes plus âgées que les personnes plus jeunes, alors que justement, en général, elles sont quand même plus malades. Donc si la solidarité, c'est que les bien portants payent pour les malades, la tarification à l'âge, elle n'est pas solidaire. Aujourd'hui, en France, c'est une rupture de la solidarité, et ce n'est pas une fatalité d'une organisation assurantielle concurrentielle. Ce n'est pas une fatalité. Ça dépend de la régulation, ça dépend de l'encadrement, ça dépend notamment, on n'a pas le temps de développer, mais de la compensation des risques qui est en place dans tous les pays qui s'appuient beaucoup sur la concurrence en assurance, que ce soit Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Irlande, Israël, bon je m'arrête là, et d'autres. Et c'est pas en France, non. Voilà, c'est un autre type de réforme possible, c'est distinguer selon les types de soins. C'est pas forcément l'idéal, c'est pas forcément ce que les économistes appellent le first best, mais c'est peut-être une évolution qui
améliorer quand même l'efficience du système, tout en prenant en compte certaines contraintes politiques qui pèsent quand même sur la réforme. Enfin, cela dit, moi, mon sentiment, c'est qu'il ne va rien se passer dans les années à venir sur l'assurance maladie. Hein. Il y a déjà beaucoup de chantiers qui ont été ouverts, vous avez dû remarquer. Sur la protection sociale, il y a le chantier de la retraite, j'ai l'impression, qui dépend du ministère des Affaires sociales, et donc de la ministre de la Santé. Et même s'il est un petit peu délégué. Mais c'est ça, le chantier numéro 1. Est-ce qu'il va y avoir un autre chantier ouvert sur la réforme du financement des dépenses de soins? J'en doute. Alors, Pierre-Louis nous a présenté une réforme impossible. Toi, tu nous présentes des réformes qui sont possibles, mais qui ne seront sans doute pas prises. Thomas, Denis, sur la réforme, et notamment ce qui était évoqué sur les mécaniques d'incitation sur les professionnels du secteur. Alors moi, je suis assez favorable aussi au mécanisme de concurrence régulée. Alors ça a commencé avec le contrat responsable, l'organisation aussi locale du financement en adéquation avec les besoins. On y reviendra sans doute dans la deuxième table autour des réseaux de soins. Mais plus fondamentalement, en fait, puisqu'on en est à tenter de citer des réformes impossibles, en 2007, il y avait un bouclier sanitaire, un rapport intéressant de Brié et Fragonard qui s'interrogeait sur le bouclier sanitaire. On voit que notre dispositif d'ALD aujourd'hui, il est très coûteux, il n'est pas forcément équitable, puisqu'on n'évite pas les rats catastrophiques, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui souffrent de maladies chroniques et pourtant qui ont des niveaux de reste à charge qui vont être supérieurs à 900 € pour le 20e, un 20e des personnes. Donc on a des restes à charge qui sont très élevés. Donc ce dispositif n'évite pas un risque financier qui est absolument majeur. Donc est-ce qu'on doit ou non réviser ce système ? Alors évidemment, réviser ce système, ce serait plafonner les restes à charge. Ils avaient tenté de le faire dans leur exercice, plafonner à 400 €. En contrepartie, c'est évidemment un remboursement moindre, un ticket modérateur moindre, un ticket modérateur plus important, pardon, donc un désengagement de l'assurance maladie, mais pour mieux couvrir contre ces risques-là. Donc ça veut dire un petit peu à l'instar de la Suisse ou d'autres pays, mettre en place des franchises qui peuvent être de 300, de 400 € par an. Et je vais me faire l'avocat du diable, mais quand on regarde le système suisse, eh bien, en termes de performance sanitaire, c'est un des meilleurs systèmes. Et pourtant, le RAC moyen, qui est de 7% en France, c'est en Suisse de 29%, 30%. Et les résultats de santé sont excellents, donc ça nous fait réfléchir peut-être sur le modèle idoine. Denis ? Oui, merci. Je vais peut-être un peu reprendre ce qui a été dit pour le mettre un petit peu à ma sauce et puis faire, c'est pas ma spécialité, mais faire un petit peu d'économie politique pour voir ce qui... Alors, je suis d'accord avec Pierre-Yves à court terme, où j'imagine pas bien les conditions réunies pour qu'il y ait une sorte de Big Bang et de la grande réforme, mais enfin, quand même, on peut aussi réfléchir sur le temps long, et donc c'est aussi pour ça qu'on est ici. Et donc, qu'est-ce qui pourrait être, si on fait un peu d'économie politique, acceptable sur le moyen long terme. Donc, ça a été bien dit par Pierre-Louis, la nationalisation, c'est impossible. Si je reprends la suggestion de Thomas, le bouclier, il faut quand même avoir en tête que c'est quelque chose qui est très agressif contre les assureurs, puisque... une fois qu'on enlève de l'aléa, du coup l'intérêt à s'assurer est assez faible, donc mettre en place un système de bouclier, c'est aussi, en termes d'économie politique, ça pose des questions, parce que ça peut enlever un intérêt à s'assurer, donc c'est pas forcément des choses qui, même si elles peuvent être souhaitables, sont vraiment faciles à mettre en œuvre. Donc, je reprends l'idée de Pierre-Yves de travailler sur des paniers de soins qui seraient différents, en disant qu'au moins, les coûts de gestion ne seraient pas dupliqués et il y aurait chaque assureur qui aurait son panier de soins et qui même pourrait avoir des responsabilités de régulation en ayant un peu plus la main, en étant seul régulateur de l'offre de soins sur le segment sur lequel il est responsable. Donc ça, c'est des systèmes qui existent assez fréquemment à l'étranger. Donc autant
Pierre-Yves indiquait que voilà, le système français était d'assurance complémentaire était unique. Alors, je dois dire qu'à force de dire qu'il était unique, l'OCDE a bien cherché et a trouvé la Slovénie et la Corée du Sud, qui nous ressemblent un petit peu. Donc, mais entre-temps, nous, le génie français, on a inventé la généralisation de la complémentaire d'entreprise qui conduit à fabriquer un 3e étage de complémentaire. Et donc là, du coup, on est de nouveau unique. Donc voilà, l'honneur est sauf. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de pays, trêve de plaisanterie, où il y a des assureurs publics et privés qui interviennent sur des paniers de soins distincts. Donc ça, voilà, j'ai en tête le Canada, mais il y a d'autres pays. Donc si on réfléchit comment mettre ça en œuvre en France, il y a quand même un sujet assez problématique. C'est, si on réfléchit du coup en termes de faisabilité d'économie politique, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un tel partage tout en gardant la taille du gâteau de l'assurance complémentaire à peu près à la même taille que ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire 35 milliards de cotisations ou 27 milliards de prestations, enfin bon, voilà. Et donc si on réfléchit comme ça, ben là on se rend compte que faire dentaire, optique, audioprothèse, c'est un peu court. Et en fait, le sujet, c'est les tickets modérateurs en fait. Les tickets modérateurs, aujourd'hui, ça représente la moitié des prestations versées par les assureurs complémentaires. Et c'est typiquement l'exemple de dépenses, enfin de frais de gestion pour rembourser les tickets modérateurs qui est inutile. On est vraiment dans le doublon là. Donc ça veut dire que si on voulait vraiment faire cette rationalisation en disant un soin ou un assureur, il faudrait quand même revenir sur les tickets modérateurs, c'est-à-dire revenir sur la moitié du marché de l'assurance complémentaire aujourd'hui. Donc là, ça voudrait dire qu'il faudrait réfléchir à des partages qui iraient au-delà du simple dentaire, optique, audioprothèse. Il faudrait aller, j'allais dire, un peu dans le dur du soin. Donc par exemple, au Canada, les médicaments en ville sont remboursés intégralement par les assureurs privés. Donc ça, ce qui pose des questions après de nécessité de régulation assez forte pour préserver l'accès aux soins, l'assurabilité sur le marché de l'assurance privée. Mais voilà, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça pose des questions quand même assez complexes de faisabilité aussi. Avant de redonner la parole au panel d'étudiants puis à la salle, je voudrais demander à Pierre-Louis Bratz s'il achète la solution Joffard-Renault des paniers à 100%, si elle lui paraît possible, sachant que vous avez travaillé en cabinet ministériel, vous avez vécu l'économie politique de ce type de changement au quotidien. Sur le bouclier sanitaire, j'avais avant le rapport proposé ça. Bon, clairement, là, les assureurs, comme tu l'as noté, ont vu le danger. Parce que c'est une manière, en réduisant... En gros, quand vous achetez une complémentaire, vous payez 20% de frais de gestion. D'accord ? Donc, si vous n'avez pas, s'il n'y a pas des aléas importants, des risques... Si on vous dit, à partir d'un certain moment, vous ne payez plus. C'est ça le bouclier sanitaire. On vous dit, vous pouvez avoir des charges à vous, mais à partir d'un certain moment, on vous garantit à 100%. Ça vous assure, ça vous rassure, et vous avez beaucoup plus tendance à abandonner les complémentaires, parce que c'est quand même très très cher en coût de gestion, 20%, ramener 7 milliards ramenés à 13% des dépenses de santé, voilà. Donc, le bouclier sanitaire, c'est quasiment presque la nationalisation, donc c'était une manière d'essayer d'arriver, bon, ça, ils l'ont vu, bon, voilà. Donc, c'est extrêmement délicat, mais de toute façon, franchement, même si on peut espérer d'une réforme des gains en termes de régulation, et on peut en espérer si on a de la concurrence privée, ou on peut en espérer si on a une nationalisation du système. L'important, c'est quand même les 7 milliards qu'on gagne. Et si de toute façon on laisse deux systèmes, eh bien dans ce cas-là, on aura toujours les 7 milliards. Donc voilà. Et donc, franchement, soyons sérieux. Enfin, pardon, on a toujours été sérieux, mais c'était pour montrer les complexités du système. Je ne pense pas que ces réformes-là, que ce soit celle que j'évoquais ou celle qu'évoquait Pierre-Yves, soient possibles. Voilà, c'est tout. Je voulais revenir sur CSG, impôt sur le revenu. Bon, d'une part, c'était le précédent président qui avait mis ça à son programme. Je n'en entends plus parler et je pense que ça ne va pas ressurgir demain.
Néanmoins, il faut savoir quand même que l'assurance maladie, au-delà même de faire de la redistribution des biens portants vers les malades, c'est un instrument de redistribution des revenus majeur. Parce que pour l'assurance maladie, vous payez en proportion de vos revenus. D'accord ? La CSG et les cotisations, en gros. D'accord ? Et les dépenses de santé, elles, sont indépendantes du revenu. Les riches ne dépensent pas plus pour la santé que les pauvres. Donc vous voyez bien qu'avec l'assurance maladie obligatoire, vous avez, sans avoir besoin d'un impôt progressif, un mécanisme de redistribution des riches vers les pauvres extrêmement majeur parce qu'il porte sur un montant très élevé. Ce mécanisme de redistribution, il ne joue pas dans les complémentaires, parce que les complémentaires, elles ne vous font pas payer une prime en fonction de vos revenus. L'assureur complémentaire, il sait que, en gros, les revenus ont peu d'influence sur les dépenses de santé. Donc il fait payer une prime indépendante du revenu, mais proportionnelle à l'âge, proportionnelle à la taille de la famille. Donc vous voyez que l'assurance maladie obligatoire par rapport aux complémentaires, ce n'est pas simplement concurrence, pas concurrence, c'est aussi un mécanisme de redistribution des revenus différent dans les deux sens, quoi, hein. Mais en termes de redistribution verticale, l'assurance maladie obligatoire assure de la redistribution verticale, l'assurance maladie complémentaire n'assure pas de redistribution verticale. Question du panel. On va en prendre deux ou trois d'affilée. Dès que le micro marchera, ce qui ne saurait tarder. Ça y est. Bonsoir, je me présente Soumaya, étudiante en Master 1 économie appliquée. Donc, comme vous l'avez dit, la complémentaire santé implique l'inégalité d'accès aux soins. Mais dans ce contexte de politique qui vise à atteindre un reste à charge zéro, pourrait-on dire que le reste à charge zéro pourrait contribuer à faire apparaître de l'aléa moral par le comportement déviant des individus qui en bénéficient? Et dans ce contexte, faudrait-il responsabiliser les individus face à vis-à-vis du reste à charge zéro? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans le panel d'étudiants? Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Donia, étudiante du Master 2 en économie de la santé à l'UPEC. Donc ma question elle porte sur la généralisation du tiers payant et la régulation des dépenses de santé. Vu que tout récemment, selon la loi de modernisation de système de santé et la réforme de la généralisation de 2017, le tiers payant a été étendu aux femmes enceintes et aux personnes en ALD. Donc, je vous cite un exemple, le fait qu'en moyenne, une femme enceinte avance à peu près 640 € au cours de sa grossesse et une personne diabétique en ALD avance 1100 € par an. Donc, ma question est la suivante. Quel sera l'effet de la généralisation du tiers payant sur les dépenses de santé? Sera-t-elle inflationniste? Et dans ce contexte, comment l'assurance maladie pourrait établir un équilibre entre la garantie d'accès aux soins et la maîtrise des dépenses? Merci. Donc, première question, RAC 0 et aléa moral. Denis? Oui, alors je vais répondre sur le tiers payant, peut-être que sur l'aléa moral, je laisserai mes collègues... D'accord, très bien. Voilà. Voilà, bien joué. Messieurs, préparez vos réponses. Allez-y, Denis, sur le tiers payant. Donc. Non, mais c'est-à-dire que sur le tiers payant, en fait, à mon avis, le risque inflationniste est quand même vraiment mineur, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ce qui déclenche la dépense de santé, c'est vraiment la décision du professionnel de santé qui est consulté, en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est le professionnel de santé qui vous fait rentrer en ALD et qui vous prescrit des soins dont vous avez besoin. Donc, je ne crois pas que le tiers payant, ça porte vraiment des germes de risques des risques inflationnistes. Ça n'a pas vraiment été montré dans la littérature qu'on pouvait, compte tenu des types de soins sur lesquels ce tiers payant porte. Hein. C'est-à-dire que, naturellement, la question peut rejoindre la question de l'aléa moral si on pense à d'autres types de soins, comme les prothèses dentaires ou les lunettes, où là, naturellement,
Bon, ben, si c'est gratuit, on risque d'avoir le comportement de l'assuré peut être modifié, il peut être incité à changer ses lunettes alors qu'il n'en a pas besoin. Mais pour le tiers payant sur l'accès voilà, à des hospitalisations, à des consultations de spécialistes, je ne pense pas qu'il y ait un risque de dérapage. L'aléa moral sur les grossesses, c'est pas un vrai problème. Pierre, oui, et ensuite on va prendre des questions de la salle. Oui, sur l'aléa moral. C'est un sujet sur lequel c'est pas forcément si clair ce qu'on dit et ce qu'on entend. D'abord, première chose, c'est vrai que lorsqu'on paye moins cher, on consomme davantage. Ce qui est vrai des bouteilles d'eau, des stylos, est vrai aussi des soins de santé. C'est-à-dire que lorsque le prix payé par l'usager diminue, la consommation de soins est plus importante. Ça, c'est vrai, il y a une élasticité prix. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut... donc ça veut dire que le reste à charge zéro va entraîner une augmentation de la consommation. C'est possible. Mais c'est une bonne chose. C'est justement à ça que ça sert, l'assurance. L'assurance, ça sert bien à donner un accès aux soins et donc à permettre aux gens de se soigner. Donc il ne faut pas forcément voir cette élasticité prix comme un phénomène négatif. C'est simplement la difficulté, c'est que ce qu'on voudrait, c'est transférer des revenus aux gens qui ont besoin de se soigner, sans modifier le prix des soins, pour qu'ils payent le vrai prix des soins, mais qu'ils aient les moyens de le payer. À ce moment-là, c'est parfait. On a le bon système d'incitation. L'exemple existe en assurance auto. En assurance auto, vous cassez votre pare-brise. Il y a des assureurs qui disent vous avez cassé votre pare-brise, on vous indemnise 200 €. Et avec ces 200 €, vous faites ce que vous voulez. Vous allez chercher un garage qui va vous faire un super pare-brise à 100 €, vous gardez les 100 € dans votre poche. Vous voulez faire du low cost, je ne sais pas combien ça coûte un pare-brise, je devrais m'enseigner parce que je donne toujours le même exemple. Si vous voulez vous offrir un super pare-brise vitre teintée à 400 €, vous allez devoir payer 200 € de plus de votre poche. Là, c'est un bon système parce que c'est vous qui décidez en fonction de ce que vous pensez être ce qui vous correspond, de ce que vous êtes prêt à payer aussi pour le truc, mais vous avez les bonnes incitations. Là, ce système-là, il y a les bonnes incitations. En assurance maladie, c'est pas ça. Vous n'avez aucun système dans le monde qui va vous dire vous avez une grippe, on vous donne 50 € et puis vous pouvez choisir d'aller chez le médecin, d'acheter des médicaments, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que déjà, rien que le diagnostic et rien que savoir si c'est le pare-brise qui est cassé ou si c'est une grippe ou autre chose, déjà, c'est une consultation médicale et c'est une grosse partie de la dépense de soins pour les petits soins. Donc la manière qu'on a de transférer des revenus pour que les gens malades puissent accéder aux soins, c'est en baissant le prix des soins, et c'est ça qui peut introduire ce qu'on appelle une surconsommation par rapport à un système où l'assuré payerait intégralement, aurait les incitations à payer à la marge le vrai coût des soins. Donc oui, ça existe, il y a des études, et la plupart des études concluent à l'existence, à la présence d'aléas moraux, en particulier sur certaines dépenses de soins. Par exemple, il y a assez peu, en tout cas il y a très peu d'études qui montrent qu'il y a l'aléa moral sur l'hôpital. C'est pas parce que vous allez payer moins cher l'hôpital que vous allez y rester un mois au lieu d'y rester 10 jours. Transplantation rénale, par exemple, c'est pas parce que la transplantation rénale est gratuite que vous allez vous mettre à demander 3-4 reins. Donc, c'est pas parce sinon il suffirait de taxer les cercueils et la mortalité diminuerait. Donc l'aléa moral existe sur certains soins, pas sur d'autres, mais c'est pas forcément un désastre, quoi. Il faut faire avec, et donc ça veut dire justifier des mécanismes de franchise ou une participation aux dépenses. Oui, c'est un moindre mal pour contribuer à réduire des dépenses inutiles, mais en faisant ça, on réduit aussi des dépenses utiles. Voilà. Alors, j'ai un aveu terrible à vous faire. Je viens de découvrir que ma montre avait un retard sur mon téléphone et je pense que c'est mon téléphone qui a raison. Donc, on ne pourra prendre plus qu'une question très rapide sur ce panel, sur cette première discussion, et pour passer ensuite à la discussion suivante. Une question de la salle. Oui ? Est-ce que vous pouvez transmettre le micro là ?
Alors, donc Siam Shker, je suis économiste de la santé au CHU de Nîmes. Et en fait, je voulais revenir sur une question plutôt transversale. Une question. Très rapide, oui, une question. Donc, on a beaucoup parlé de réformes structurelles et de régulation des dépenses, mais est-ce qu'au final, ça ne devrait pas passer par une responsabilisation des patients, donc des citoyens que nous sommes tous, potentiellement demain des patients, et au final, est-ce que ça ne passerait pas plutôt par de l'enseignement, de l'éducation, plutôt en amont, pour tenter en fait de responsabiliser plus donc les patients potentiels que nous pouvons être, et une plus grande information passée notamment, donc le directeur de la BRED tout à l'heure en introduction disait à juste titre qu'une réforme structurelle de fond passe par une amélioration du niveau de l'enseignement, et est-ce que justement cette régulation des dépenses, si on l'envisageait à un plus long terme, ne devrait-elle pas passer par ce canal-là, en complément bien sûr des ajustements à plus court terme. Voilà. Je crois qu'on a compris, c'est effectivement une question essentielle, à quel point la santé dépend pas seulement du système de santé. Thomas. Alors, pour répondre à la première partie de la question, il ne s'agit pas simplement de responsabiliser les patients. Bien sûr, on en a tous besoin, mais la responsabilisation des patients intervient finalement depuis le milieu des années 80 avec les lois du foie, Séguin, la mise en place des forfaits hospitaliers, son augmentation à 20 €, la mise en place des franchises aussi. On a découvert aussi qu'il y avait de l'aléa moral du côté de l'offre de soins. Et donc il y avait de la variabilité très importante dans les pratiques médicales à état de santé donné. Donc finalement, la responsabilisation, c'est tous les acteurs du système de santé qui doivent être engagés. Et sur la deuxième partie de votre question, bien sûr, la prévention, elle ne dépend pas uniquement... on voit qu'on n'est pas dans le cadre stricto sensu d'une politique de santé et qu'on est dans une politique sociale. On a des études macroéconomiques qui montrent d'ailleurs que des dépenses d'éducation vont être plus efficaces sur la santé que des dépenses de santé quand on arrive à des niveaux très élevés dans la part du PIB. Donc, bien évidemment, les acteurs, l'école, l'entreprise, qui est un milieu évidemment très très important pour la santé au travail, a un rôle à jouer évidemment sur la préservation de l'état de santé. Pierre-Louis, sur cette première table ronde, est-ce que vous avez un mot de conclusion? Non, pour revenir sur ce qui est apparu bien souvent dans notre dialogue, c'est le fait que, comme la santé est un secteur complètement, quasiment entièrement régulé par les pouvoirs publics, c'est franchement de l'économie politique. Et vous voyez bien comment on n'arrive pas à transférer les ressources d'un secteur à un autre. Je prends un exemple parce qu'il est frappant. Si vous allez chez un opticien dans notre système de santé avec une bonne complémentaire, vous êtes dans le confort maximum. Vous êtes bien accueillis, les gens, vous n'attendez pas, on s'occupe de vous et on vous paye, on vous offre une bonne paire de lunettes. Si vous allez aux urgences, vous risquez d'attendre pendant 4 heures, d'être maltraité, d'avoir froid, d'être dans le couloir. Donc vous voyez bien que dans l'enveloppe des dépenses de santé, on ne sait pas allouer les ressources là où elles devraient être pour répondre aux vrais besoins. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des mécanismes d'économie politique. Pourquoi il y a autant d'opticiens dans ce pays et pourquoi c'est aussi luxueux les opticiens? C'est parce que l'optique a été remboursée par les complémentaires qui n'ont pas régulé le secteur et qui ont pendant des années, c'est moins le cas aujourd'hui, accompagné la hausse des prix simplement en augmentant les cotisations et en se disant que la concurrence entre elles, c'était pas en tirant les prix vers le bas, mais c'était en donnant de bonnes garanties à tous. Ça a permis à un secteur, l'optique, de se développer avec des magasins d'optique à tous les coins de rue, alors même que si on demandait aux Français est-ce qu'il faut développer les services d'urgence ou développer les magasins d'optique, je pense que beaucoup diraient mettez l'argent dans les services d'urgence. Et on ne sait pas faire ça parce que le mécanisme d'économie politique lié aux complémentaires et lié à Essilor et lié à tous les opticiens fait qu'on est très confort pour l'optique et on risque d'attendre 4 heures aux urgences alors que ce serait plus important de ne pas attendre aux urgences. Bien, j'ai appris trois nouvelles qui sont très encourageantes dans cette table ronde. Premièrement, le vin, ce n'est pas de l'alcool. Deuxièmement, l'assurance, la taxation des cercueils va permettre d'allonger nos existences. Et troisièmement, l'assurance de santé, c'est comme si c'était fait. Tout le monde est d'accord pour avancer joyeusement vers un système bien meilleur. Je crois que vous pouvez remercier le panel pour ce message de soutien.